Sans plus tarder, nous allons inviter le président Abdoulaye Biotchane à prendre la parole et je vous demanderai de bien vouloir, cher public, lui porter une oreille attentive. Merci. Tabatitaba! 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 Tabatichane! Bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. D'abord, je commence dans un ordre croissant. D'abord, à ces messieurs qui sont là, avant de dire bonjour aux dames et au moment que nous célébrons aujourd'hui, en vous souhaitant une bonne fête des mères. Merci. C'est important parce que vous êtes aussi au cœur de ce que nous faisons et je reviendrai là-dessus tout à l'heure dans nos discussions. Je veux, moi aussi, au nom de nos amis de Liège, à tous ceux qui ont organisé cette manifestation, que je remercie de tout mon cœur, je veux en leur nom et à mon nom personnel dire à tous nos amis qui sont venus de Bruxelles, surtout, au Fort Nakayo. Je veux dire à nos amis aussi qui sont venus d'Anvers, et qui devait abriter cette réunion, Mikwabo. Et enfin à nos amis qui sont venus des Pays-Bas et qui sont aussi nombreux ici, j'ai compris, et Cabo. C'est donc vraiment pour moi un réel plaisir d'être ici cet après-midi avec vous pour échanger sur notre pays que nous aimons tous. Nous venons de chanter avec beaucoup d'émotion notre hymne national. Et tous les mots qu'on peut, disons, résumer, rassembler pour traduire et cette émotion et nos ambitions sont aussi dans la devise de notre pays, que vous connaissez tous. Fraternité, justice, travail. Je veux vous dire que c'est vrai, et tout à l'heure, on nous l'a rappelé, ce qui nous unit ici aujourd'hui, c'est une chose et même chose, et une chose fondamentale, c'est notre pays. Parce que c'est ce que nous avons de plus cher tous. Nous avons beau être à l'étranger ou à l'intérieur de notre territoire, notre référence est celle-là, notre pays, le Bénin. Et moi je dis, et j'ajoute toujours, le Bénin uni. Parce que, et je vais revenir là-dessus aussi, sans unité nationale et sans paix, il n'y aura pas de développement. Si quelqu'un vous dit le contraire, il vous a menti. Mais quand on pense à notre pays, et moi j'y pense très souvent, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est un rêve brisé. Pour résumer ce que je pense de la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire un pays auquel était promis ce que nous avons appelé le rêve à l'Afia, c'est-à-dire un pays où nous avons une gouvernance qui satisfait tout le monde, où la démocratie est florissante, où l'économie permet de réduire la pauvreté tous les jours, et où sur le plan social, nous avons la solidarité qui nous permet d'assister les plus faibles parmi nous et qui en ont le plus besoin et qui sont nombreux, c'est vrai, dans notre pays.
Je dis un rêve brisé parce que, vous le savez, sur le plan politique, ça ne va pas très fort. Nous venons de finir les élections législatives et, vous l'avez vu, nous sommes passés à 1 millimètre d'un désastre. Vous avez vu même qu'on a failli fleurer des émeutes. Politiquement, nous avons des problèmes. Et c'est pour ça que nous, avec les 2 députés que nous avons gagnés à l'issue des élections législatives qui viennent de se passer, nous avons dit, nous allons contribuer d'abord à stabiliser cette situation et faire en sorte que d'ici les élections présidentielles, il y ait une petite paix des braves pour nous permettre de nous consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire finir dans la meilleure ambiance possible ce quinquennat et commencer par préparer le prochain. Et c'est pour préserver cette démocratie et travailler pour son expansion que nous nous sommes battus de toutes nos forces, bien sûr, aux côtés d'autres forces démocratiques de notre pays, pour que Adrien Oumbédi soit le président de l'Assemblée nationale. Parce que c'est un homme d'expérience, c'est un homme d'État, c'est un homme de paix. C'est une référence à laquelle, dans une telle atmosphère, on peut tous, quels que soient les courants de pensée d'où nous venons, on peut aller discuter et trouver une solution. Et c'est pour ça que nous nous sommes battus à ses côtés, parce que nous savons que le pays, dans les semaines, dans les mois qui viennent, aura besoin d'un tel ancrage. Il nous faut maintenant nous consacrer en tant que force politique toutes nos forces. Bien sûr, d'abord dans l'immédiat pour les élections municipales, mais un peu après sur les élections législatives, les élections présidentielles, pardon, et c'est un peu l'objet de ma présence ici. Sur le plan économique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous le savez, vous y allez souvent au Bénin, la situation n'est pas des plus brillantes. Nous avons, c'est vrai, un continent et tous les hommes d'affaires que vous allez rencontrer ici en Europe et un peu partout vous diront l'Afrique est le continent de l'avenir et ça se sent déjà. Moi, je dirige une firme de consultance et de conseil qui travaille un peu partout en Afrique. Et je peux vous dire qu'il y a un engouement partout. Il y a de façon générale en Afrique une croissance économique solide. Il y a une classe moyenne qui commence par naître et grandir et qui entraîne des besoins. Malheureusement, et je ne le dis pas avec plaisir, ce n'est pas encore le cas dans notre pays. La pauvreté s'accroît dans notre pays. Nous avons plus du tiers de nos compatriotes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. C'est quoi ce chiffre-là? J'aime les chiffres, c'est vrai, mais derrière les chiffres, il faut toujours regarder quelle est la signification, quelles sont les implications. Eh bien, ça veut dire que vous avez des millions de gens qui ne mangent pas à leur faim. Certains n'ont même pas le seul repas par jour, a fortiori les 3 repas par jour. Nous avons des millions de compatriotes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et ça, c'est partout. C'est à Alédio, c'est à Djougou, c'est à Boycon, c'est à Laotan, à Savalou, c'est à Banté, c'est à Pira. Même à Calavi et dans les quartiers de Cotonou, vous avez des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est pareil pour l'électricité. Et à l'heure même où je vous parle, il y a des quartiers de Cotonou où vous pouvez passer 48 heures sans électricité. La santé, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. On est en 2015, vous avez des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Vous avez des enfants qui vont à l'école dans des écoles qui sont comme en 1960,
des pierres qui sont installées dans des cours et où quand il pleut, l'école est fermée. Vous avez des écoles modernes qui sont construites, il n'y a pas de table-banc. Voilà le contexte économique auquel nous sommes exposés. Et à côté, vous avez sur le plan social de plus en plus nos compatriotes qui sont laissés au bord de la route. Je ne parle pas seulement des gens qui sont handicapés, soit naturellement, soit par accident. Mais je parle des gens qui ont toutes leurs forces, qui veulent faire quelque chose. Par exemple, les jeunes qui n'ont pas accès à l'emploi. Nous avons des millions de nos jeunes qui n'ont pas accès au travail, à un emploi. Je ne parle même pas d'un emploi décent, tout simplement un emploi. Vous avez plus de 70% de nos compatriotes qui sont sans emploi et la majorité de ces 70%, ce sont des jeunes. Et parmi ces jeunes, vous avez des gens qui sont instruits, qui ont fait Bac plus 5, ils sont à la maison depuis 10 ans. C'est simple, chaque année, sur le marché de l'emploi, il y a plus de 100 000 nouveaux jeunes qui viennent chercher du travail. Devinez combien ont du travail? À peine 10%. Si vous comptez sur 10 ans, ça vous fait déjà 1 million de personnes pratiquement qui n'ont pas de travail. C'est pour ça que je dis depuis quelque temps, la question de l'emploi des jeunes, la question du chômage des jeunes, ce n'est plus seulement un problème économique, ce n'est plus seulement un problème social, c'est un problème de sécurité nationale. Si on ne s'y attache pas avec la priorité et l'urgence qui sont indispensables, eh bien c'est tout notre tissu social. C'est la sécurité des individus qui va être en cause. Et c'est pour ça que moi je dis, pour moi, la priorité des priorités, si je viens au pouvoir, c'est de donner du travail aux jeunes. Moi, merci beaucoup. Moi, quand j'ai fini mes études et que je suis entré au Bénin, Fatih l'a rappelé tout à l'heure, j'ai étudié à Dijon. Et quand je suis rentré avec ma maîtrise, on m'a proposé 3 emplois. Dans une entreprise, dans 2 entreprises, parce que j'ai fait économie. Et bon, toi tu es un économiste, on ne va pas te donner autre chose que d'aller travailler dans une entreprise. J'ai eu 3 propositions. J'ai laissé les 3 propositions parce que j'ai dit à l'époque, moi je veux être banquier. Je ne veux pas travailler dans une entreprise, je veux pouvoir prêter aux entreprises. Et j'ai passé le concours de la Banque centrale. Elle a rappelé tout à l'heure, Dieu a fait, j'ai réussi. Et c'est comme ça que je suis rentré à la Banque centrale. Aujourd'hui, on est loin de ça. Et mon rêve, mon ambition et ma détermination, c'est de travailler pour offrir à nos jeunes béninois l'opportunité d'avoir au moins un emploi. Et de dire, eux aussi, on m'a offert quelque chose, un emploi. Certains diront, c'est très bien, je vais le prendre. D'autres diront comme moi, il y a quelques années, ça ne m'intéresse pas, je veux faire autre chose. Ils seront libres. Mais je ne veux pas que se poursuive, comme c'est le cas maintenant, l'exode des Béninois, que ce soit des villages pour aller vers les villes, ou que ce soit de nos villes pour aller à l'extérieur, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune autre opportunité chez eux. Il faut que l'émigration soit une décision assumée. Il faut que ce soit un choix personnel, une envie de faire ça, plutôt que la seule option qui vous reste si vous ne voulez pas végéter, parce que vous n'avez pas de perspective. Voilà, moi, mon ambition. Mais il ne suffit pas de déclamer une ambition. Qu'est-ce qu'on fait pour que cela puisse se passer comme ça? Qu'est-ce qu'on fait pour offrir à ces jeunes cette perspective? Je peux vous dire, je ne vais pas déclamer que à partir du 6 avril 2016, la fonction publique béninoise va recruter 100 000 personnes par an. C'est la folie et personne ne pourra le faire.
mais c'est de créer les conditions pour que le secteur privé, pour que l'auto-emploi puisse absorber le maximum de ces jeunes-là. Et nous en avons la possibilité dans tous les secteurs économiques de notre pays. Nous avons non seulement la capacité intrinsèque de ce pays-là, mais aussi, je le rappelle de temps en temps, n'oublions pas que nous sommes voisins au plus grand pays du continent, avec près de 180 millions de consommateurs. Nous ne sommes que 10 millions. Nous sommes voisins à la première puissance économique d'Afrique. Loin devant aujourd'hui la Côte d'Ivoire et même l'Afrique du Sud. Et nous devons saisir les opportunités que ça offre dans tous les domaines. Et ces opportunités sont là. Dans l'agriculture, nous avons besoin de les aider à nourrir leur population. Demandez aux producteurs aujourd'hui de maïs et de soja au Bénin. Ils vous diront combien de commerçants nigériens viennent à Parakou, à Kalale, à Banikwara, à Segbana pour acheter des céréales. Combien de têtes de bétail ils achètent tous les ans? Le marché de bétail de Gorgounou est lié à un marché de bétail du Nigeria. Ce sont ces opportunités que nous devons amplifier, exploser et adopter une approche vraiment proactive. Pas rester et attendre. Pas dire, vous êtes nos grands frères, vous êtes nos amis et voisins, donnez-nous le marché. Le marché est régional, il est global même. Nous devons nous mettre en position de le conquérir. Voilà sur le plan économique ce que nous allons faire en faveur bien sûr des jeunes d'abord et avant tout. Mais aussi, c'est la fête des femmes, c'est aussi et surtout en direction des femmes. Les femmes représentent 52% de la population béninoise. Et malheureusement, une bonne partie de cette compatriote-là est laissée sur le bord de la route. Moi, je rencontre souvent dans nos villages des femmes qui me disent « Président, ça fait 6 mois que je n'ai pas 1000 francs. » Et vous savez, c'est la pauvreté. Quand elle dit ça, elle le dit sous la forme, eh bien, c'est une fatalité. Qu'est-ce que nous y pouvons? Talcaterero. En dindi, ça veut dire la pauvreté. Mais cette pauvreté-là, j'ai la faiblesse de penser qu'elle peut être combattue de manière active pour donner à ces femmes-là un revenu régulier, pour qu'elles puissent avoir quelque chose dans sa poche et qui lui appartient tous les mois. Ça, c'est possible. Et en ce moment-là, ce sera une bonne chose pour ces femmes, c'est sûr, mais également pour leurs familles et surtout pour notre économie nationale, parce qu'en ce moment-là, elles deviendront qu'on appelle des personnes actives sur le marché. Donc, les jeunes, les femmes, l'emploi, les revenus générateurs, les activités, génératrices de revenus. Bien sûr, faire la promotion des femmes, ce n'est pas seulement leur donner des revenus, mais c'est leur donner une place plus grande dans notre société, dans le gouvernement, dans nos assemblées, dans nos structures décentralisées comme les communes. Nous avons, lors des élections législatives passées, proposé 40% des femmes têtes de liste sur l'ensemble du Bénin, pour dire que nous voulons que ces femmes aient des responsabilités premières dans notre législature. Et c'est cette voie-là que nous souhaitons prendre demain au gouvernement, demain dans les directions des entreprises publiques et des services publics. Nous devons le faire pas seulement pour leur faire plaisir pour des raisons électorales, mais aussi parce que c'est bon pour notre pays.
Enfin, on ne peut pas faire tout cela et oublier les millions de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, la diaspora. Moi, je suis aussi quelqu'un de la diaspora. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'international. Je sais les problèmes généraux dont vous souffrez. Puisque j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu en France, j'ai vécu aux États-Unis, à Washington. J'ai vu dans quelles conditions les Béninois sont laissés à eux-mêmes. Et de ce point de vue, notre priorité, ça va être de faire en sorte que chaque Béninois qui est à l'étranger sache qu'il a derrière lui le Bénin. De la même manière que vous célébrez le pays en chantant l'hymne national, il faut que lorsque vous avez une situation difficile, vous sentez la puissance de ce pays-là derrière vous. Voyez comment un gouvernement comme les États-Unis peut assister ses compatriotes en détresse, y compris lorsqu'ils ont commis des crimes. On n'a pas cette puissance. On n'aura peut-être pas dans l'immédiat. Mais il faut que, nonobstant cela, ceux des nôtres qui sont à l'étranger et qui ont besoin parfois d'une main secourable, parfois d'une main tout simplement pour dire « celui-là, c'est mon compatriote, vous ne pouvez pas le traiter de cette manière ». Eh bien, il nous faut cela. Et nous allons nous battre pour qu'à l'échelle africaine, ce soit le cas aussi. Quand je vois et quand j'entends le silence assourdissant de nos dirigeants devant le problème de l'immigration africaine en Europe, je suis abasourdi. Et nous allons donc faire ce qui est de notre responsabilité dans notre pays, mais aussi nous battre à l'échelle africaine pour que, eh bien, nos compatriotes, les Béninois, mais aussi tous les Africains, aient une responsabilité à l'extérieur. Nous voulons bien sûr que les Béninois de l'extérieur aient une place plus importante dans l'investissement, dans le développement économique et social de leur pays d'origine, quelle que soit la raison pour laquelle ils émigrent. Nous avons des Béninois qui sont ici en Belgique ou qui sont à Paris en France, qui n'ont pas envie de retourner travailler au Bénin ou vivre au Bénin, mais ils se reconnaissent comme des Béninois et ils peuvent investir. Et moi je dis, ils doivent investir. Mais il faut créer les conditions. Et ces conditions, c'est d'abord et avant tout, les conditions pour que les Béninois qui vivent au Bénin puissent investir dans leur pays. Si vous êtes investisseur étranger, a fortiori même Béninois vivant à l'étranger, quand vous allez dans le pays pour investir, vous devez vous assurer que celui qui investit déjà et qui est là-bas, il s'en sort. S'il ne s'en sort pas, ne vous trompez pas. Et c'est ce que nous voyons. Je vois des tas de pages de publicité achetées dans les journaux, dans les télévisions pour promouvoir le Bénin, alors même que le cadre qu'il faut pour que ces investisseurs-là prospèrent disparaît peu à peu. Nous voulons des partenariats publics-privés avec les étrangers et même avec nos compatriotes. Il faut un cadre pour cela. Il faut d'abord et avant tout un cadre légal. S'il n'y a pas ce cadre, nous nous flattons en disant il y a des partenariats, mais il n'y en aura pas. Je vous parle d'expérience. Donc c'est tout cela que nous voulons faire pour nous assurer que, eh bien, la prospérité réelle va revenir dans ce pays, au Bénin. Et que ce sera surtout au bénéfice du plus grand nombre. Nous voulons travailler là-dessus avec vous, avec tous les Béninois de bonne volonté. Et votre rôle dans ce Bénin que je décris ainsi est important. Il est crucial. Il y a des nations africaines qui savent déjà comment associer la diaspora à la construction de leur pays.
Nous voulons faire partie de ces nations-là. Et c'est en vous apportant l'assurance, le confort et le soutien lorsqu'il est nécessaire que nous pourrons réaliser cela. Donc voilà ce que je voudrais vous dire. Et bien sûr, je ne vous le dis pas gratuitement. Je suis venu aussi pour vous présenter, pour me présenter à vous et vous dire que j'ai besoin de vous dans ce combat-là. Vous dire que nous avons besoin de vous personnellement. Nous avons besoin des soutiens que vous pouvez mobiliser à l'intérieur du pays, vos amis, vos parents, pour dire la voie que nous devons prendre. Et nous avons besoin de vous justement pour que demain, ce pays puisse prospérer. Dans l'esprit d'unité nationale, encore une fois, sans cela, rien n'est possible. Regardons un peu partout autour de nous. La Côte d'Ivoire, c'était il y a quelques années. Il y avait des raisons de dire à certains Ivoiriens, de dire à leurs compatriotes, vous n'êtes pas Ivoiriens. Vous avez vu les résultats que ça a donné. Catastrophique. En 10 ans, on a méconnu ce pays. Mais grâce à Alassane Ouattara, on revoit la Côte d'Ivoire renaître. Regardez Centrafrique. Il a fallu que certains insillent dans l'esprit de quelques-uns de leurs compatriotes des raisons de penser que certains musulmans sont en train de combattre les chrétiens, que certains chrétiens sont en train de combattre les musulmans, pour que ces deux communautés religieuses s'affrontent. Deux communautés qui ont toujours vécu en paix. C'est pour ça que je dis que je ne souhaite pas que ça arrive dans notre pays. Et pour cela, nous devons cultiver l'unité nationale. Je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis candidat aux élections présidentielles. Je le dis parce que ça a toujours été une des valeurs que j'ai cultivées. Je l'ai pratiquée quand j'ai été au ministère des Finances, où nous avons eu des collaborateurs de toutes origines, de toute obédience religieuse. Le seul critère, c'était la compétence et l'intérêt du pays. C'est ça que nous devons rechercher et cultiver. Toute autre voie, et je sais que certains cultivent ces voies-là aujourd'hui, toute autre voie est contre les intérêts même de nos compatriotes. Et nous devons nous battre donc pour cette unité nationale. J'ai donc besoin de chacun d'entre vous ici dans cette salle. Et au-delà, parce que nous avons mis en place une structure et des installations, des infrastructures pour parler à nos compatriotes qui sont sur le web aujourd'hui. Au-delà, je dis à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront demain sur le web que nous avons besoin de tout le monde, de tous ceux qui veulent construire ce Bénin dont je parle, un Bénin uni, un Bénin prospère, dans l'intérêt de chacun et de tous. Voilà ce que je suis venu vous dire et vraiment je vous remercie pour votre attention. J'ai été vraiment très heureux de venir ici à Liège. Je souhaite vraiment à tous ceux qui sont venus d'ailleurs, d'Anvers, de Bruxelles, même de Berlin d'ailleurs, et des Pays-Bas. Je vous souhaite bon séjour ici et que Dieu vous garde. Tanitama e, Tanitama e, Dio Chane.